Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir et bienvenue aux séries éliminatoires de la Coupe Stanley. C'est une marque de reconnaissance de la part de tes coéquipiers parce qu'eux se choisissent en fait un leader. Tir dévié bloqué par Roy. Tchaikovsky à haute. C'est quel arrêt encore? Roy est superbe. Et le match qui prend fin. Et le Canadien qui gagne la Coupe Stanley. Un des grands retours dans l'histoire du hockey moderne. Bienvenue tout le monde dans cette nouvelle édition du podcast Les Glorieux. Je vais gagner ton animateur et aujourd'hui, je suis très chanceux de recevoir le directeur des opérations chez les Tigres de Victoriaville, Monsieur Martin Paquette. Bonjour Martin. Bonjour Jean-Benoît, ça va bien? Très bien, et toi? Très bien. Yes. On se parle ensemble puisque les Tigres de Victoriaville vont participer cette saison à un nouvel événement qui attire pas mal l'attention. C'est ton idée quand j'ai reçu Steve Turcotte des Cataractes de Shawinigan qui est au marketing communication. Il me parlait de comment est-ce que dans la LHJMQ, tu n'as pas le choix de te réinventer pour aller chercher un nouveau public qui est plus jeune, de faire des événements, de sortir des idées. Puis il m'a parlé de la Coupe de la 55. Puis là, je suis comme, c'est bien hot, ça, cette affaire-là. Il dit, le gars à qui il faut que tu parles, c'est Martin. C'est lui qui est le cerveau, qui a lancé l'idée. Donc, c'est pour ça qu'on se jase ensemble aujourd'hui. Dis-moi, Martin, c'est quoi la Coupe de la 55? Fais-moi le portrait comme si je connaissais absolument rien du projet. On part avec ça, puis après, je vais avoir plein de questions pour toi. Ben dans le fond, la Coupe de la 55, pourquoi la Coupe de la 55? Parce que c'est le lien routier qui sépare quatre équipes ou qui unit quatre équipes dans la ligue. Donc, tu sais, Shawinigan, Drummondville, Victoriaville et Sherbrooke touchent toutes à la 55 à quelque part. Donc, c'est là que l'idée de Coupe de la 55 est venue. Puis aussi de créer un événement, puis une compétition à même la saison dans la LHJMQ. C'était quand même, c'est une idée qui est venue, pas une idée de génie, dans le sens que ça s'est déjà fait ailleurs un petit peu. J'ai passé du temps aux États-Unis et en Europe, puis c'est des choses qu'on voyait aussi. L'an passé, la Ligue nationale a fait ça avec la Coupe des quatre nations. Cette idée-là a été venue durant la COVID. On a fait plusieurs équipes, sessions de travail, puis tu sais, quelles idées qu'on pourrait avoir ou comment qu'on peut un peu se réinventer ou innover. Puis tu sais, c'était une des idées que j'avais eues à ce moment-là, puis que je me disais, pour nous autres, ça fit tellement parce que tu sais, la 55 est là, il y a quatre équipes, tu peux faire comme 2 matchs, 2 demi-finales, après ça, une finale, puis une finale consolation. Tu sais, on veut que ce soit un événement que c'est pas nécessairement la meilleure équipe qui va gagner. C'est un match, c'est tu gagnes ou tu perds, tu t'en vas en finale ou tu y vas pas. Donc, tu sais, pour les partisans, je pense que c'est excitant. C'est quelque chose, tu peux avoir des surprises. Puis, ça crée aussi une compétition entre les quatre équipes. Puis aussi, pour les joueurs, c'est le fun. Tu as une chance de gagner quelque chose avant même que Noël arrive ou que la saison soit finie. C'est de là que l'idée est venue. Donc, qu'est-ce qui va arriver la Coupe de la 55? C'est que les quatre équipes, ils vont jouer chacun un match, un contre l'autre au hasard. On va avoir deux demi-finales. Les deux gagnants vont s'affronter pour la finale, pour la Coupe. Puis les deux perdants vont jouer la même fin de semaine pour la finale consolation. Mais chaque match va compter au calendrier de la LHJMQ, mais aussi pour gagner la Coupe. Là, ça amène un défi parce que les quatre équipes vont pas toutes s'affronter, si je me trompe pas, parce qu'il y a... Donc, comment tu fais pour rentrer ça dans le classement général de la saison? Ben, dans le fond, ça, c'était le bout qu'il fallait négocier un peu avec la Ligue, de dire, tu sais, on a cette idée-là, on veut faire ça, on pense que ça va être winner avec les partisans, avec les joueurs, ça va être bon pour la Ligue aussi. Le seul petit hic, c'est que ça se peut qu'il y ait un débalancement. Tu sais, le premier match, on le sait contre qui que tu joues. Tu sais, d'habitude, on va jouer tant de matchs contre chacune des équipes. Mais en vrai, dans la Ligue, on joue pas le même nombre de matchs contre toutes les équipes. Tu sais, comme tu joues plus souvent contre ta division et tout ça. Ouais. Je sais que Val-d'Or-Rouen, vu la proximité, ils jouent plus de matchs un contre l'autre. Certaines années, il y en a qui vont même jouer un match contre une équipe de l'Ontario.
C'était juste d'avoir l'approbation de la Ligue, que, tu sais, il va y avoir peut-être un petit débalancement à l'horaire prévu, qu'on va peut-être jouer tu sais, une fois de moins contre Sherbrooke, puis une fois de plus contre Drummond ou Shawi, mais que, tu sais, au final, je pense pas que faut s'arrêter à ça pour s'empêcher de faire un événement comme ça, quand que, au classement général ou pour les séries, ça n'aura pas un gros impact. Puis, en même temps, c'est pas égal partout de toute façon. D'emblée, on joue pas 8 matchs contre chacune des équipes de la Ligue, Mhm. exemple. OK. Ça va se passer du 28 novembre au 7 décembre. C'est du côté de Trois-Rivières. Puis là, à ce que je sache, moi, je suis allé voir le site de la LHJMQ, puis il n'y a pas de club à Trois-Rivières. Pourquoi ça se passe à Trois-Rivières? Pourquoi ça se passe à Trois-Rivières? C'est que l'idée de départ était de faire une couple à 55, puis qu'à chaque 4 ans, Victoriaville, là, chez eux. Mhm. L'an 2, c'est à Sherbrooke, l'an 3, Ouais. tu sais, on changerait de marché à chaque année. Puis, tu sais, ça se ferait sur une fin de semaine. Mais on avait eu l'idée de dire, est-ce on crée une genre de couple à 55 pour des atomes, des pee des Bantam, Midget. Puis, c'est que là, un coup qu'on avait ça, on s'est dit, tu sais, on a commencé à mettre ça en place. Puis c'est là que Steve il a rencontré quelqu'un de l'hippodrome à Trois-Rivières. Puis l'hippodrome à Trois-Rivières, eux, ils essayaient de un petit peu se réinventer. Tu sais, ils ont les courses de chevaux durant l'été, mais tu sais, l'hiver, c'est quand même un bel endroit qui n'est pas très utilisé. C'est qu'ils voulaient, dans leur démarche, d'avoir plus d'événements. Ils ont parlé avec les Cataractes en disant, seriez-vous intéressés à faire un match hivernale, une classique hivernale à l'hippodrome. Mhm. C'est qu'à partir de là, il a dit ouais, ben, on a comme une idée, on voulait faire une coupe, on est après essayer de mettre ça en branle. Est-ce qu'on pourrait faire une classique hivernale avec ça? Ben là, l'idée est devenue quand même assez le fun. On s'est dit, hey, ça pourrait être hot de faire ça parce que à la base, on s'était dit, un jour, ça va peut-être être assez populaire qu'on va se dire, hey, on va aller faire une classique vernale avec ça. Puis moi, j'avais mentionné, on pourrait le faire dans le stade de baseball à Trois-Rivières, mais sans penser à l'hippodrome. Mhm. Ça, c'est devenu très intéressant pour nous autres de dire est-ce qu'on peut faire une classique hivernale avec ça, qui est à Trois-Rivières, qui est comme en plein milieu des 4 équipes, puis qui fait aussi partie de la 55, sur un site qui est quand même fait pour ça sans qu'on le veuille, mais tu sais, c'est tellement un beau site, un coup que tu vas sur place, tu sais, on est capable de mettre 1000 personnes au show à l'intérieur, c'est tout vitré sur la patinoire, on peut faire une patinoire jusqu'à 10 000 à 12 000 sièges. Fait que, tu sais, là, ça a comme pris forme comme ça. Puis on s'est dit, tant qu'à faire une classique hivernale, puis de bâtir une glace extérieure avec des gradins, puis peut-être faire un petit village, pourquoi qu'on le ferait pas sur une plus longue durée, sur 10 jours, sur 2 fins de semaine? Puis finir ça avec la Coupe de la 55, mais permettre à plein de jeunes puis d'autres équipes de pouvoir jouer un match hivernal. Mhm. Parce que ce qu'on n'a pas dit jusqu'à maintenant, c'est que oui, il y a les affrontements des équipes de la LHJMQ qui sont sur le tronçon, qui sont sur l'autoroute 55, mais il n'y a pas juste ça. Il va y avoir d'autres matchs de hockey. C'est presque un festival rendu là. Oui, c'est fête du hockey, on peut dire aussi en même temps. Ça va durer du 28 novembre au 7 décembre. Puis, tu sais, les 4 derniers jours, c'est là que la LHJMQ va se concentrer. Nos matchs pour la Coupe de la 55 vont jouer. Mais la première fin de semaine, on va voir jouer l'UQTR qui va jouer, le M18-3A qui va jouer. Après ça, on va avoir un match des anciens Canadiens contre des anciens de la Ligue junior majeure du Québec. Il va y avoir quelque chose aussi avec un genre de match des étoiles de la Ligue nord-américaine, une journée féminine. Il va y avoir du hockey luge. Il va quand même avoir beaucoup de programmation, puis plein de jeunes qui vont être capables de jouer à travers ça, là,
de l'âge de les petits mags jusqu'au midget. Il va y avoir plusieurs jeunes qui vont avoir l'opportunité de faire un match sur la patinoire extérieure qui va avoir été bâti là, pour l'événement. Mhm. Comment ça s'est effectué l'approche, autant avec l'hippodrome qu'avec la ville de Trois-Rivières? Parce que là, la ville de Trois-Rivières, ils n'en ont pas de club, eux autres, normalement. Il n'y a pas de hockey de la LHJMQ, il n'y a pas la Coupe de la 55, il faut que tu lui vendes le projet. C'était reçu comment? Comment tu es allé présenter ça? C'est au conseil de ville? C'est avec la chambre de commerce? Je sais pas. Dis-moi. Bon, on a fait une rencontre avec le maire. OK. Directement. Tu sais, on a réussi à avoir une rencontre avec le maire et quelques conseillers qui étaient présents. Puis, on a présenté le projet. Le projet de dire que tu sais, le hockey extérieur, de faire une classique hivernale qui va durer sur 2 fins de semaine, puis qu'il va permettre à plein de jeunes de vivre une expérience incroyable. Puis c'est sûr que ça va être un événement qui risque, à l'an 1, on va avoir environ entre 6 et 7 000 sièges ou spectateurs qui vont pouvoir être présents. Donc, c'est sûr que côté économique pour la ville, c'est une belle opportunité de faire connaître Trois-Rivières ou d'attirer des gens. C'est d'emblée d'avoir un 5, 6, 7 000, 8 000 personnes qui vont être là pendant 10 jours, qui vont venir une journée, 2 journées, 3 jours. Ben, c'est sûr, c'est intéressant pour une ville. Puis, ça va être une première quand même, pas la première classique hivernale, mais ça va être la première fois dans la Ligue canadienne de hockey qu'une coupe va être donnée durant la saison, qu'une compétition comme ça va être faite. Je pense que ça, c'est intéressant aussi, ça attire beaucoup l'attention. Puis la ville a été très ouverte là, dès le jour 1 là, à notre initiative, puis il aimait beaucoup l'idée. Mhm. Puis bien sûr que l'hippodrome, ben, tu sais, c'est un de ses citoyens corporatifs, c'est que tu sais, ça contribue aussi à dire on veut s'impliquer. Là. Ouais. Au niveau de la Ligue, de la LHJMQ, est-ce que ça a été complexe à mettre de l'avant? Tu sais, là, on a parlé de le nombre de matchs puis tout ça, mais tu arrives avec un projet qui sort des sentiers battus, c'est un gros événement, tu arrives avec tes grands chevaux. Comment c'est reçu au niveau de la Ligue? Ben, à la Ligue, ça a été bien reçu. Il a fallu travailler la complexité du calendrier, effectivement. Ça, c'était un défi, mais très bien reçu. Surtout que Shawinigan avait l'expérience d'une classique hivernale, Drummondville a l'expérience d'une classique hivernale. Donc, tu sais, 2 équipes sur 4 ont déjà mis en place ce type d'événement-là. Puis après ça, la Ligue était quand même là, très. Ils ont supporté notre idée. Ils aiment ça qu'on arrive justement avec une initiative, une innovation comme ça. Puis la Ligue nous a supporté là-dedans. Là, ils ont été. On n'a pas eu là, à vendre tant que ça notre projet. Là. Ils ont aimé l'idée. C'était pas la première fois que j'en parlais, donc ils en avaient déjà un petit peu entendu parler. Mais c'était vraiment juste une question là, comment la logistique du calendrier, puis le petit débalancement qui risque d'arriver. Là. Puis ça a été bien reçu. OK. Moi, j'ai entendu entre les branches que, pas que ça a fait des jaloux, mais mettons qu'il y avait du monde qui voulait embarquer dans le projet. T'en as-tu beaucoup, ça, du monde, de dire, hey, mettons, là, on fait comme si la 55 passait par chez nous? Ben, honnêtement, j'ai pas personne qui m'a appelé pour me dire ça, mais tu sais, je peux comprendre qu'un coup que tu annonces cet événement-là, tu sais, c'est le fun, c'est qu'il y a d'autres équipes qui ont dû dire, crime, on aimerait ça faire de quoi de similaire. C'est sûr que, tu sais, nous autres, le fait que le concept de dire c'est la 55, il y a 4 équipes, on est là, tu sais, on peut pas comme juste dire on invite des équipes différentes à chaque année parce qu'on veut créer quelque chose qui va perdurer. Un petit peu comme aux États-Unis, ceux qui connaissent ça, là, il y a le Beanpot Ouais. qui est un classique universitaire tu sais, c'est toujours Boston University, Boston College, Northeastern puis Harvard. C'est les 4 équipes qui compétitionnent pour le Beanpot à chaque année. Tu sais, si on veut, nous, c'était notre désir de dire on va faire quelque chose comme ça parce qu'il y avait le fit aussi. Puis après ça, ben là, tu crées quelque chose qui peut devenir quand même assez gros puis intéressant au fil des années. Là. On n'a pas voulu. L'intention n'était pas de juste faire une classique hivernale 1 an, puis ça finit là. On veut que ça. Dans notre désir, c'est que dans 10, 15, 20 ans, ça soit encore disputé, cette coupe-là. Ouais, ouais.
pour organiser sur le plancher des vaches, j'imagine que c'est pas Martin Paquette qui va aller placer les estrades, qui va aller... qui fait la gestion au day-to-day pour monter l'événement et faire en sorte que tous les aspects techniques, ces choses-là se placent. Je sais qu'il y a une volonté d'avoir une scène pour des spectacles, qu'il y ait un village qui soit monté. Qui gère que le projet tous les blocs vont être rassemblés puis à la fin, on va avoir un projet, un produit fini qui va être le fun. Ben, non, c'est pas moi qui vais les installer, mais oui, c'est nous autres qui les planifie, là. Dans le fond, les 4 équipes ensemble et l'hippodrome, on unit nos forces pour planifier le projet, puis faire avancer tout ça, puis s'assurer qu'on a un bel événement. Je te dirais que là, justement, là, à partir de la semaine prochaine, je vais comme dédier 2 ressources d'éthique qui vont se déplacer sur place à Trois-Rivières 1 à 2 journées semaine là, à temps pas plein, mais tu sais, à 2 journées semaine qui sont comme dédiées à la coupe pour s'assurer qu'on arrive là. Les autres équipes vont dédier 1 ou 2 ressources. On va quand même se mobiliser pour être sur place, puis sacrifier un petit peu de notre staff ici pour être sûr que notre événement c'est une réussite puis qu'on planifie bien. C'est que ça avance très bien là, tu sais, dans le sens que on sait qui va faire la patinoire, les estrades, le plan. Le plan de salle, comme qu'on pourrait dire, là, il est fait. On a aussi notre village qui est pas mal positionné avec notre scène. Effectivement, là, il va y avoir plusieurs spectacles qui vont se faire à travers la classique. Puis, ça va vraiment être à unir nos forces. C'est pas, on n'a pas engagé une firme externe qui va s'occuper de faire ça, mais chaque équipe contribue au maximum pour que ça arrive. OK. On parle de spectacle, de ce que, tu sais, moi j'ai fouillé un peu là, pour la programmation, toutes ces affaires-là. Les spectacles, c'est mentionné, mais c'est pas dit qui va être là. Est-ce que vous avez déjà des noms? Je veux du punch, là. Je veux que tu me donnes des affaires que t'as pas dit encore, là. Je peux pas brûler le punch, mais on a déjà une programmation qui est à 95% complétée. Donc, puis on va avoir une conférence de presse éventuellement là, pour annoncer la programmation musicale. Donc ça, je peux pas brûler le punch, mais c'est quand même une Tu peux belle pas m'en variété. vouloir d'avoir essayé quand même. Non, je peux pas t'en vouloir, mais celle-là, je pourrais pas te donner le in tout de suite, là. Bon. OK. Je suis un peu triste. Qui dit match extérieur dit météo. Du mois de novembre, fin novembre au 7 décembre, il peut avoir, on est au Québec, là, il peut avoir tempête de neige qui n'a pas de bon sens, ou il peut pas avoir de neige pantoute, pas de froid. Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous avez des plans de contingence pour ça face à la météo? Tu disais que les matchs pour la LHJMQ, c'est dans les derniers jours, donc on peut-tu dépasser? Qu'est-ce qui se passe si la météo n'est pas de notre bord? Ben, d'emblée, ce qu'il faut savoir, c'est que, tu sais, on a fait nos recherches. Souvent, les gens, ils pensent que, tu sais, une classique hivernale, même si dans le passé, ça a été fait fin janvier, en février, la compagnie là, qui fait la patinoire pour nous, la température idéale pour eux, c'est entre 5 et -5. Ah ouais? Donc, c'est vraiment ça, là. C'est là que leur système fait la job puis il peut nous garantir une qualité de glace OK. LNH, LHJMQ. Donc, ça d'emblée, c'est une information que, tu sais, qu'on est allé chercher. À partir de ça, quand il fait plus froid que -10, le système ne fait plus la job. C'est comme si c'était une patinoire extérieure. Donc, ça, c'est pas une bonne affaire. C'est qu'on a vécu ça dans le passé, dans les classiques vernales, qu'il y a des grosses chunks de glace qui vont être cassés, puis des problèmes de patinoire parce que ils peuvent pas rien faire. Quand il fait trop froid, tu es à la merci de la température. C'est que ça, c'était la bonne nouvelle de notre côté pour les dates qu'on a sélectionnées. Parce que, tu sais, en faisant nos recherches, d'emblée, la température se situe toujours rarement plus chaud que 3, puis rarement plus froid que -4 durant ces temps-là, depuis 50 ans à Trois-Rivières. Donc, on n'est pas à l'abri qu'il peut arriver quelque chose, mais notre pire ennemi dans ces temps-là, c'est s'il mouillait beaucoup. Ouais. Tu sais,
la neige, c'est pas tant un problème que ça, c'est juste une gestion de, tu sais, faut la pelleter, tout ça. Mhm. La pluie, ça peut devenir un ennemi, mais il faut qu'il mouille quand même beaucoup, puis longtemps, parce que quand ça l'arrête, en dedans d'une demi-heure, trois quarts d'heure, on va être capable de jouer un match. Fait que c'est oui, quand c'est les matchs de la LHMQ, on s'est laissé un petit peu plus de latitude puis de lousse dans l'horaire que est-ce que le match peut commencer un petit peu plus tôt ou commencer un petit peu plus tard selon la température qui va être annoncée. C'est quelque chose qu'on a planifié un peu. Aussi, on s'est donné un backup que, tu sais, l'aréna à Shawinigan, si pour X raison c'est un déluge puis qu'on ne peut pas jouer les matchs, on déplacerait l'événement OK. à Shawinigan pour ces matchs-là. Aussi, c'est bon de savoir que toutes les équipes qui ont été invitées à venir jouer, on les a toutes demandé de maintenir leur heure de glace qu'ils ont normalement pour ce match-là. Exemple, l'UQTR qui va jouer, ils maintiennent leurs heures de glace s'ils avaient joué le match à l'intérieur. S'il arrive quelque chose, leur match va pouvoir être joué. Mhm. Le but, c'est que les matchs se jouent tous extérieurement. Mais oui, il y a toujours un petit risque. On est préparé pour ça. On espère fortement qu'on n'aura pas à aller dans ces plans-là, mais oui, on est préparé. OK. T'as fait le tour des almanachs du peuple pour reculer dans la météo des années passées pour savoir ça. Avant de choisir les périodes de temps, c'est bon. L'Internet m'a donné ces statistiques-là qui fitaient bien avec ça, mais je pense, je ne sais pas si vous avez vu, là, mais juste cet été, là, ceux qui font notre patinoire, ils ont fait une patinoire à Québec là, en plein été, là, puis les gens pouvaient patiner dessus. Donc, tu sais, s'il fait plus chaud, c'est pas une problématique. C'est vraiment le moins 10 qui devient, pas que tu peux pas jouer, mais que tu perds le contrôle de ta glace un Ouais, peu. ouais, ouais. Puis là, ben, tu sais, tout le monde joue sur la même patinoire. Fait que, tu sais, si la glace est pas belle, elle est pas belle pour tout le monde. C'est pas comme si ça avantageait quelqu'un particulièrement. Tu disais, vous avez laissé plus de lousse pour les matchs de la LHJMQ puisque, tu sais, il y a des... tu sais, ça reste les événements principaux là, de cette fin de semaine-là. J'imagine que c'est moins le cas, tu sais, pour les autres matchs qui vont être présentés. Tu sais, c'est quoi la cadence que vous avez prévue entre les différents matchs? Tu sais, on va avoir à peu près, tu sais, quand il y a un match, tu sais, les matchs premium qu'on peut appeler, là, qui vont jouer majoritairement soit vers 19h un jour de semaine ou 16h, 17h la fin de semaine, ben, tu sais, il va y avoir 2, 3 matchs avant ça, là, durant la journée. C'est sûr qu'on se garde l'avant-midi pour que les équipes puissent faire des pre-game skates, Ouais. tu sais, ça, on va garder ça lousse. Puis, tu sais, on a mis quand même un petit peu de temps aussi pour la maintenance de la glace au besoin. Donc, on n'est pas chargé un après l'autre sans arrêt. On a fait ça, là, on a essayé d'être aussi un peu intelligent pour les autres matchs aussi. C'est juste que nous, quand on joue, ces journées-là, il va y avoir juste un autre match ou 2 maximum. Mhm. On parle de la Coupe de la 55. Est-ce qu'il y a un trophée qui a été fabriqué? Est-ce qu'il y a quelque chose? C'est une banderole? Tu sais, quand tu vas gagner la coupe, là, les joueurs ils vont se lever de quoi? Y a-t-il une parade qui est organisée? Y a-t-il... Il va y avoir un trophée. Ouais, Bon. il va y avoir un trophée. C'est en création présentement. OK. Il va-tu être gros? Parce qu'il faut que ça l'aide la gueule. Moi, je veux des images de ça, moi, là. De ce qu'on peut dire, c'est qu'il va être plus gros que la Coupe Memorial puis plus petit que la Coupe du Président. La hiérarchie est maintenue. C'est correct. C'est bon. Dernier point par rapport à la Coupe de la 55. Tu travailles pour les Tigres de Victoriaville. Donc, c'est les Tigres qui vont gagner. On s'entend. Les autres clubs n'ont aucune chance de remporter la Coupe de la 55. Ça serait bien le fun. On serait bien content de la gagner la première année. C'est l'objectif tout le temps. Après ça, c'est sûr, ça joue sur la glace, mais l'équipe qui va gagner va être en mesure de mettre peut-être une bande dans son amphithéâtre ou va, en tout cas avoir les bragging rights le reste de l'année bon. envers les autres. Match extérieur, là, je viens de penser à ça. J'avais pas ça dans mon planning, mais est-ce que le coaching staff va préparer ses joueurs de façon différente, le fait de jouer à l'extérieur? Est-ce que ça change de quoi sur le fait de jouer un match compétitif? Parce qu'on a tous déjà joué au hockey dans la rue ou au hockey patinoire extérieur pour le plaisir, mais là,
Est-ce qu'il y a des affaires différentes dans le que le coaching staff va donner comme information aux joueurs pour être prêts pour cet événement particulier? Faudrait demander aux entraîneurs. Je suis pas certain. Je pense que ils vont approcher le match comme tous les autres Ouais. matchs. Probablement, il n'y a pas un système de jeu différent qu'ils vont jouer parce que c'est à l'extérieur. J'ai l'impression que c'est peut-être une motivation supplémentaire de jouer dans ça, de faire comprendre aux joueurs que c'est quand même, ils sont chanceux de vivre ça, que c'est le fun d'en Mhm. profiter, mais de prendre ça comme tous les matchs, un compte au classement, on fait une compétition, c'est que ça va être. Euh, je, je pense qu'ils vont être prêts puis ils vont être excités de faire partie de ça. Après ça, peut-être qu'il y a des adaptations qu'ils vont avoir à faire côté comment rester au chaud. Peut-être que justement les petits reflets de jouer dehors avec la lumière, mais je pense plus que c'est les joueurs qui vont devoir s'adapter. Mais les entraîneurs, là, ils vont approcher le match comme tous les autres, je C'est bon. pense. Ça m'a comme popé de même comme question. Martin, tu es directeur des opérations des Tigres de Victoriaville. Puis moi, j'aime montrer au monde les différents parcours qui amènent à pouvoir travailler dans le domaine du hockey, les différents emplois, c'est ça, les cheminements qui amènent des gens à pouvoir vivre de leur passion, d'avoir des emplois reliés au domaine du hockey. Et toi, ben, en faisant un peu mes recherches, tu as été joueur de hockey d'un très bon niveau, tu as joué de manière professionnelle, même du côté de la France. On va y revenir. J'aime ça commencer mes discussions en demandant à la personne, c'est quoi son souvenir le plus lointain relié au hockey? Le plus lointain. Ouais, c'est quoi ton premier souvenir de hockey? Qu'est-ce qui a allumé la flamme reliée au hockey dans ta vie? Je te dirais que mon premier souvenir, c'est quand j'étais tout petit puis que je regardais le hockey avec mon père à la maison. Mais j'ai un souvenir qui est plus cocasse, c'est Ouais? que moi, je pensais que c'était facile de jouer au hockey quand j'étais tout petit. Puis la première fois qu'ils m'ont mis sur des patins puis que j'ai embarqué sur la patinoire extérieure que mon père faisait, j'étais tombé sur ses deux fesses, puis je m'étais mis à pleurer, puis j'étais rentré en dedans, puis je jouais plus au hockey, là, c'était fini. Je m'en souviens encore de cette expérience-là que je devais avoir 3 4 ans. J'ai le vaste souvenir d'être tombé, puis d'être retourné dans la maison, puis que le hockey c'était terminé, parce que je pensais que c'était facile en le regardant à la télé ou en jouant Uh-huh. en botte. Ouais. C'est mon plus lointain souvenir qui est un petit peu cocasse. C'est-tu comme l'orgueil qui a parlé ou c'est. L'impression que oui. Donc, éventuellement, tu es retourné sur la glace. Comment ça s'est passé tes premières années? Parce que tu as fini par jouer de manière professionnelle, mais tu n'as pas passé par la LHJMQ. C'est un peu, c'est un peu ironique de dire que tu travailles maintenant comme directeur des opérations. C'était quoi ton cheminement pour le hockey? Ben, tu sais, je pense que j'ai joué quand même toujours un petit peu dans l'élite. Puis, quand je suis arrivé midget 3A, j'étais pas un joueur de premier plan, là. J'étais un joueur qui était plus euh, de rôle dans le troisième, quatrième trio à ce moment-là de ma carrière. Puis, j'avais un des bons amis de mon père. C'est un monsieur qui dans ces années-là, c'était pas connu tant que ça, l'université américaine, tout ça. Puis, il envoyait des joueurs dans l'Ouest canadien, plus spécifiquement à Notre-Dame en Saskatchewan, là, tu sais, qui est quand même assez connu, là. Il y a plusieurs joueurs qui ont passé par là. Puis, ça faisait quelques années que j'avais en tête de dire si le hockey peut payer mes études puis me rendre bilingue, je serais vraiment heureux. Tu sais, Mhm. c'était devenu mon objectif. Puis, étant repêché tard dans le repêchage, ben, tu sais, des fois, tu te dis, soyons réalistes, probablement que ma plus belle opportunité était de faire apprendre l'anglais puis peut-être d'avoir une bourse puis aller à l'université aux États-Unis. Donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai choisi d'aller en Saskatchewan là, après mon année midget 3A à 17 ans. Puis, je suis allé là-bas pendant 4 ans. Ça a quand même pris 4 ans. Je me suis développé un peu sur le tard. Puis, j'ai fini par avoir une bourse dans une université américaine que je suis allé jouer là-bas pendant 4 ans de temps. Puis après, ben, tu sais,
je pense que c'est le luxe un peu que là, nos joueurs vont vivre dans le futur. C'est que t'es bilingue, t'es un Québécois, Canadien, bilingue, que t'as un bac, t'as pas de dette. C'est vraiment facile après de dire pousse ton rêve jusqu'au maximum, voir où est-ce que tu peux te rendre avec le hockey. Après ça, là, ça sera pas dur. Je vais avoir le reste de ma vie pour travailler puis faire ce que je vais avoir à faire. Donc, c'est un peu comme ça l'attitude que j'ai eue. C'est que tu sais, j'ai fait quelques camps dans la ligne américaine, puis j'ai joué dans les ligues mineures, puis j'étais allé un petit peu en Europe. J'ai même été jouer en Australie durant un été. Ah C'est que ouais? tu sais, le hockey m'a fait voyager. Puis il m'a permis de vivre des belles expériences jusque dans la début trentaine. Puis après ça, ben, ça a été le temps de faire face à la vraie vie là, puis de travailler. OK, mais là, attends, là, tu me parles d'Australie. Il y a du hockey en Australie, du Ouais. hockey d'été. Comme- C'est comme deux bouts. Là. Ouais. Il y a l'hiver qu'on s'attend qu'il y a du hockey. Puis là, en été, en Australie, ça marche pas dans ma tête. Explique-moi, là. Ben, l'Australie, c'est loin, hein? C'est que C'est pas à côté. l'été ici, c'est l'hiver là-bas. Oui, c'est c'est ça qu'il vrai. faut savoir. C'est vrai. Puis c'est l'hiver là-bas, mais il fait 15. Ça fait que, tu sais, c'est pas l'hiver comme ici. Puis ils ont une ligue là-bas de hockey. C'est pas du gros calibre, c'était plus pour voyager puis d'aller là-bas, mais il y a quand même plusieurs Canadiens, tu sais, qui vont y aller à travers le temps. Puis entre deux saisons de hockey, ben, je suis allé passer 2 mois et demi en Australie. J'ai joué pour un club là-bas en même temps. Puis ça nous a permis aussi là, de voyager un peu à travers l'Australie là-bas parce que c'est bien fait, la ligue, là. Tu sais, il y a comme deux trêves un petit peu qu'on pourrait appeler, là, que OK. t'as un 10 jours off, puis ça te permet de partir. Dans ce temps-là, on avait fait un petit backpack, puis on avait monté toute la côte est de l'Australie, là. Donc, ça a vraiment des beaux souvenirs. Ça a été un bel été là-bas. Mais t'es-tu rémunéré? Mettons, ton billet d'avion pour te rendre puis revenir, c'est-tu payé par l'équipe? C'est-tu toi? Il me payait mon billet d'avion puis il me logeait. OK. C'était ça le deal. Là. Ça que, tu sais, là-bas, je n'étais pas payé en tant que tel pour jouer au hockey, mais tu sais, je m'entraînais puis je jouais au hockey. Puis si j'avais voulu, j'aurais pu travailler un petit peu, mais dans ce temps-là, j'avais pas vraiment besoin de travailler l'été. Je ramassais mes sous durant l'année pour me permettre de m'entraîner puis de ne pas avoir à travailler l'été. Ouais. Là, je sais pas si ta réponse, mais ils prennent le financement où pour payer des. Tu sais, c'est-tu. Comme- Ben, Il y a du monde qui là-bas, regarde, ils tu sais, vendent de la pub. De mémoire, chaque équipe a des petits commanditaires, là, OK. des partenaires, des business locales. Tu sais, nous, je jouais pour Brisbane, Ouais. mais Brisbane, les joueurs, on restait sur la Gold Coast, qui est comme un petit peu, je dis ça aux gens, c'est comme le Cancun de l'Australie, là, c'est sur le bord de l'océan, puis les gens vont beaucoup en vacances là-bas. Mais c'était pas mal des partenaires, puis ça devait coûter, là, je me souviens pas exactement, mais c'était-tu 5 et 10 dollars pour venir voir jouer les matchs, là. OK. Puis y avait-tu du monde qui allait voir les matchs? Il n'y en avait pas beaucoup, il y en avait un petit peu, puis c'était quand même, tu sais, les patinoires, il n'y avait pas toujours des baies vitrées partout. Il y a certaines Ben places, voyons. ouais, des fois, c'était des filets. Puis quand que si la rondelle allait dans le filet puis qu'elle revenait sur le jeu, ça continuait. Ça Ça n'arrêtait pas. Le banc des punitions, tu étais assis à côté des spectateurs. Ça, tu sais, t'allais t'asseoir dans le banc des punitions, mais il y avait un spectateur qui était assis à côté de toi. Il était comme pas délimité. Il y avait certaines arénas qui c'était comme ça. Là, on a eu Wow. du plaisir. C'était cocasse. Ah oui, c'est folklorique, mais c'est vraiment bizarre, ça. C'est tellement drôle. Wow. Il y a combien d'équipes de souvenirs? Il y avait 8-10 équipes environ. Wow. Ouais. OK. Ouais, il y avait une équipe à Sydney, tu sais, à Adelaide, il y avait, tu sais, les grosses villes avaient presque toute leur équipe. Ouais, ouais. Je pense que de mémoire, l'Australie, là, ils font les championnats du monde, mais tu sais, il y a le groupe A, B, C, Ouais, ouais. D, E, puis je pense qu'ils sont à quelque part à E, F, là, dans ces coins-là. Ils ont quand même une équipe nationale, l'Australie. Ouais, ouais, ouais. Et ça va revenir à niaiseux, mais comment t'as su qu'il y avait du hockey là? C'est eux qui t'ont approché? C'est toi? C'est un ami qui t'a parlé? C'est un ami que je connaissais de Trois-Rivières, qui lui avait été là-bas
2 ans avant. OK. Il avait fait ça, il avait décidé de faire ça. J'ai pris des contacts, des courriels, j'ai envoyé des petits courriels aux T'envoies ton gérants des CV ou... équipes. Là. Ben, tu sais, c'est ça, ça venait. Ils font une petite recherche sur Hockey DB. C'était pas très dur d'avoir le hockey de se faire prendre à ce moment-là. Là. Mais c'était de contacter l'équipe en tant que telle, puis après ça, de négocier un petit peu tes conditions qui étaient souvent juste un billet d'avion puis un appartement. Ouais. Wow! Je pensais pas... dans ta fiche HockeyDB, l'Australie est pas là. Il est pas là, non. Ouais. C'est ça. Étonnamment. Ce qu'on voit, par contre, c'est que tu as fait 2 saisons avec les Mustangs de Milford. Et ce pourquoi je veux te parler de cette équipe-là, c'est que pendant une saison, tu as été coéquipier avec Ruslan Fedotenko, qui a joué dans la Ligue nationale 863 matchs. Il a gagné 2 coupes avec Tampa Bay et avec les Pingouins. On s'entend, là. C'est pas une vedette de la Ligue nationale, mais c'est un gars qui a roulé sa bosse pendant longtemps. T'as joué une saison avec. On s'entend que t'es pas son grand chum, j'imagine, puis t'as pas gardé contact ou quoi que ce soit. Ce que ça m'amène comme question, c'est quand tu passes d'une équipe à l'autre constamment comme ça, tu croises plein de monde, comment tu fais pour former un sentiment d'appartenance, d'être une vraie équipe, une famille le temps d'une saison? J'ai l'impression que c'est juste comme on greffe constamment des poumons, des reins, puis que l'organisme, faut qu'il fonctionne pour pouvoir gagner. En tant que joueur, en tant que gars qui a voyagé aussi, comment tu fais pour t'intégrer dans une équipe? Comment tu fais pour établir de relations avec les joueurs pour que ça puisse cliquer et ça puisse fonctionner? Ça m'a toujours marqué ça, tu sais. Ben, je pense que souvent, ça se fait avec du leadership. Là, de chaque équipe, tu vas avoir des leaders puis des vétérans qui sont là. Souvent, d'emblée, quand tu arrives, tu veux juste faire partie de l'équipe, tu fais ta place, tu travailles fort. Souvent, ça va être avec tes performances que tu vas te faire accepter par les autres joueurs quand tu es nouveau. Puis, quand tu as des bons leaders, ben, ils vont rassembler tout le monde ensemble. Je pense que c'est le mieux que je peux le décrire. C'est des bons entraîneurs, un bon environnement, des bons leaders. Souvent, gagner, ça aide, mais avec des bons leaders, tout ça, la chimie d'équipe se fait tout le temps. Mm-hmm. C'est vraiment rare que tu vas avoir une année puis qu'il n'y aura pas de chimie pantoute. Là, rendu là, tout le monde sait ce qu'il y a à faire aussi. Tu viens à un niveau, il faut que tu fasses ta place, tu gagnes ta place, tu peux te faire échanger. C'est une réalité que tout le monde a. Mais quand tu as un bel esprit d'équipe et des bons leaders, là, ça paraît. Puis c'est ça qui fait que tu as des belles années puis que les équipes cliquent plus. Souvent, c'est pas toujours la meilleure équipe sur papier qui va gagner. Puis une de ces raisons-là, c'est le fait que les joueurs ils vont avoir un bel esprit d'équipe. Mm-hmm. Ça, c'est certain. Pour moi, il n'y a pas une équipe championne qui n'a pas ça. C'est l'esprit d'équipe puis que tu le ressens, ça. Mm-hmm. Cette saison-là, c'est ta saison de 19 ans. Lui, il en a 18. Il arrive directement de la KHL. C'est un Ukrainien. Il doit parler juste russe. T'as-tu souvenir, tu sais, comme tout le monde, c'est des Canadiens, des Américains, ça parle tout français, anglais, puis là, t'as un Russe. Comment ça joint tout ça pour que ça fonctionne? Ben, Ruslan, là, c'était vraiment c'était un gars très... Tu sais, il était timide, il était gêné, mais il souriait tout le temps. Il souriait tout le temps. Puis je me souviens qu'on avait un 20 ans, un gars, un vétéran, justement, que ça faisait 4 ans qu'il était dans la ligue, que lui, ben, il l'avait mis en pension avec lui, puis il l'amenait partout. Tu sais, il l'amenait tout le temps avec lui, partout où qu'on allait. Tu sais, ce qui était évident, c'est que Ruslan, il avait des belles habiletés. C'était un gars il avait des skills, mais d'apprendre à jouer au hockey de la façon nord-américaine, là, c'était ça son gros défi là, à ce moment-là. Tout le monde voyait que c'était un excellent patineur, il avait des bonnes mains, un bon lancer, qu'il avait un beau potentiel. Mais après ça, de modeler sa game à comment qu'on joue le hockey en Amérique du Nord, c'était ça le gros défi. Puis il avait progressé durant toute l'année. Puis après, je pense de mémoire, il avait été joué dans la USHL. Puis, il a quand même gradué assez rapidement là, par la suite là, avec les Flyers.
tu as fini cette saison-là avec 67 points et lui 66. Combien de fois tu as bragué là-dessus dans ta vie? Aucune. Aucune? Ah, il y a rien que moi qui pense à des affaires de même. Je m'excuse, je t'ai mis sur le spot. Tu as joué, toi aussi, dans la East Coast League, qui est maintenant le ECHL, qui ont voulu comme revamper, changer la façon que cette ligue-là est perçue, parce que ça avait une drôle de réputation à l'époque. C'était comment la East Coast League du temps que toi tu as joué là-bas? C'était des longs voyages. Des longs voyages en autobus. C'était une cédule quand même difficile, là, je dirais, là, parce que tu pouvais jouer des 3 en 4 puis faire 6-7 heures d'autobus entre chaque match. C'est que j'ai des souvenirs de voyages difficiles. Moi, j'avais commencé l'année en Ohio. C'était quand même pas une ville très excitante, là. C'est que, tu sais, on jouait au hockey puis c'était ça notre focus, mais puis après, j'avais été échangé la deuxième moitié de saison, j'avais joué en Californie. C'est que, tu sais, à Long Pas le même Beach. mood, hein? Ouais, ça l'avait vraiment, ça avait aidé. Puis il y avait une couple de Québécois là-bas, c'est que ça avait été une belle deuxième moitié de saison. La première moitié, elle avait été un petit peu plus ardue. Puis quand tu commences professionnel, c'est dans les premières fois que tu goûtes au hockey différemment. Tu sais, ça devient une business. C'est pas toujours évident de comprendre tout ce qui se passe autour de toi. Il y a des histoires de contrats, des joueurs qui appartiennent, qui sont repêchés à l'organisation. Tu sais, parce que même si tu étais dans l'East Coast, tu sais, on était affilié avec une équipe de la Ligue américaine qui était affiliée avec une équipe de la Ligue nationale. Tu sais, c'est toujours un petit peu... la première année professionnelle, je pense souvent tu t'attends pas à ça. Tu es habitué de dire quand ça va bien, tu joues bien, tu as l'impression d'être meilleur qu'un autre. Tu montes les rangs ou tu vas jouer sur le power play ou c'est pas toujours le cas là, quand tu arrives professionnel. Parce qu'il y a des visées pour la. OK. Il y a des joueurs à développer, il y a des consignes qui sont données aux coachs. Je suis pas sûr que les entraîneurs n'ont pas toujours 100% contrôle de leur baisse, on peut dire. C'est que la première année que tu vis ça, là, c'est pas toujours évident. Il faut que tu mentalement, c'est plus dur un peu, je pense. Puis beaucoup de joueurs vivent ça, là, le fait que ça devient, c'est plus juste le hockey amateur, c'est du hockey professionnel. C'est qu'il y a des différents enjeux. Mhm. Puis aussi, l'écart d'âge devient énorme. C'est que, tu sais, tu joues avec des fois des gars qui ont 34 ans, qui ont une femme, qui ont 2 enfants. Toi, tu sors de l'université. C'est que, tu sais, c'est de l'adaptation, mais c'est des belles expériences Ouais. aussi. Toi, ta première saison, tu avais 25 ans, fait que tu été dans la East Coast, c'est ton année des 25 ans. Moi, j'ai des fois entendu parler de la East Coast comme étant la ligue des rêves brisés. Parce que t'es pro, mais t'es tellement loin. C'est quoi l'ambiance dans un vestiaire de East Coast League de voir tout ce patchwork-là de gars que il y en a qui ont encore des visées, il y en a que il y en a plus de visées. Ça va être ça. C'est ça. Comment toi, tu as vécu ça à 25 ans? Est-ce que tu visais Ligue américaine ou est-ce que tu disais, ben ça va être ça, la East Coast, puis j'ai plus cette volonté-là de grinder pour monter les échelons? Ben, tu sais, moi, je sortais de l'université, c'est que, tu sais, j'étais motivé, là, dans le sens que j'avais comme objectif dans ce temps-là, je me disais, si je peux jouer des matchs dans la ligne américaine, ben, ça va être bon pour mon CV, puis je vais pouvoir aller en Europe dans une meilleure ligue. OK. C'était ça ma pensée, surtout que, tu sais, j'ai joué la première année, puis là, à ma deuxième année, il y a eu le lockout. Ça, tu sais, ça a été une année plus mouvementé ou difficile parce qu'il y a beaucoup de joueurs, soit de l'Europe ou des gars qui avaient même des joueurs de la Ligue nationale qui ont joué dans des équipes. Ça a été une année plus difficile pour essayer d'aider ton CV là, tu sais, de monter parce que tu avais des joueurs qui n'étaient pas supposés d'être là puis qui étaient là. C'est que la compétition était encore plus grande. Mhm. Mais moi, j'étais comme ça. Tu sais, j'ai pas joué assez longtemps dans East Coast là, pour dire. Mais je me souviens quand même que tu sais, les gars qui étaient plus âgés, là, passés 30 ans, tu sais, tu te disais tout le temps, qu'est-ce que, tu sais, où c'est qu'ils s'en vont, là, tu sais, c'était difficile pour moi de comprendre des gars plus vieux qui s'accrochaient encore, que je me disais, mais souvent, ce qui arrivait, c'était ça, c'est qu'ils essayaient de voir qu'est-ce qu'il allait faire après. Fait que, tu sais,
le volet que quand tu vas pas à l'école, là, je me comptais chanceux que je me disais, j'aurais jamais à vivre ça, un peu de se dire, bon, là, je vais faire quoi après, là, tu sais. Mhm. Ouais. Il y a des gars comme ça. Il y a un ancien du Canadien qui a gagné la Coupe, qui a joué dans la Ligue américaine avec la Saskatchewan pendant comme super longtemps. Puis lui, c'était juste. C'est sa vie. Lui, il est un Ouais. joueur de hockey. Puis là, tu fais comme. OK, t'es rendu à 45 ans, puis tu joues encore dans la Ligue américaine parce que c'est ça. Je fais, OK, c'est bon. Chacun sa vision. Après ça, t'as fait Ligue nord-américaine de hockey, France. T'as comme alterné. Ça sort de où, jouer pro en France? Ben, en France, quand j'étais allé, c'est la première année à Grenoble. Mon gardien à l'université où ce que j'étais, c'était un Français. Puis, OK. puis là, lui, il jouait pour Grenoble. Ça a été comme, ça s'est fait un petit peu comme ça, là, le fait qu'il était là-bas, puis il avait besoin d'un joueur. Donc, tu sais, j'avais un agent à ce moment-là, ça s'était négocié, mais j'étais bien content de retourner, de rejoindre mon chum que j'avais passé 3 ans à l'université avec. Ça s'est fait un petit peu comme ça pour aller à Grenoble. Puis, entre Grenoble, là, c'est là que je suis allé après cette année-là, c'est là que je suis allé en Australie. OK. OK. Puis finalement, tu sais, j'avais le désir de retourner en France. Puis là, des fois, c'est toujours, tu t'entends-tu avec le contrat ou pas. Puis, Ouais. tu sais, j'avais eu une année, on a eu une super de belle année à Grenoble. On a gagné le championnat, là, le championnat de France. Puis, ils ont comme deux compétitions, là, la Coupe de France puis la Coupe de la Ligue. C'est qu'on avait gagné la Coupe de la Ligue, puis le championnat, les séries éliminatoires. C'est que ça avait été une super belle année, mais moi, j'avais pas eu une bonne année productive côté statistique. C'est que c'était difficile de se replacer. Et qu'après ça, j'étais venu. J'ai essayé de jouer je suis venu jouer dans la Ligue nord-américaine là, un an Ouais, pour avec. retourner en France après. Ouais. Avec le Radio X de Québec, 75 points en 52 matchs. Ça a été une belle saison. Tu es retourné après ça à Amiens. Jouer pro en France, c'est quoi les conditions? C'est un salaire, tu es capable de vivre ou. Oui, c'est quand même dans la Ligue Magnus, je pense, c'est des bonnes conditions. Tu sais, là-bas, euh, ton salaire, il est net, là, tu sais, c'est que t'as pas d'impôt à payer. L'équipe, que le salaire qui te négocie, il est net. Tu sais, c'est que s'il y a de l'impôt à payer, eux le payent pour toi. Ouais. Puis, ils te fournissent un appartement et un auto. C'est que t'as pas beaucoup de Ben dépenses oui. là, quand t'es là-bas. Là, c'est que, tu sais, c'est quand même intéressant. Tu sais, c'est pas des assez gros salaires pour dire que tu vas faire... tu n'auras pas besoin de travailler après ou rien, mais c'est quand même un salaire assez intéressant pour dire que tu ramasses assez de sous pour ne pas avoir à travailler l'été, puis peut-être t'en mettre un petit peu de côté. Mhm. Maintenant, tu es directeur des opérations du côté des Tigres de Victoriaville. Ça commence à faire un petit bout déjà. Ça ressemble à quoi tes fonctions? Qu'est-ce que tu fais avec les Tigres? Les Tigres, là, ça va être ma 8e année. Dans le fond, nous autres, comme je dis tout le temps, on s'occupe de tout sauf le hockey. Ça fait que c'est un peu ça, mais j'ai vraiment une belle équipe ici à Victoriaville, là, à l'administration. Là, on est 7, j'ai 7 permanents là, qui travaillent dans mon équipe. Ça qu'on s'occupe là, tu sais, de tout ce qui est budget, tu sais, les finances de l'organisation, la campagne de billets de saison, les communications, le marketing, les partenariats, les matchs en tant que tels, là, tu sais, les thématiques, tout ce qui peut être fait. Puis, tu sais, par-dessus ça aussi, on a toutes les améliorations locatives qu'on peut faire ici. Tu sais, quand je suis arrivé, le Colisée des Jardins ici, il y a quand même, tu sais, il y a son âge, tu sais, il est âgé, c'est au début des années 80 qu'il a été bâti. C'est que il y a beaucoup d'opportunités, tu sais, de créer des nouvelles expériences puis de faire des petits travaux pour améliorer l'expérience, mais aussi les opportunités de faire des nouvelles expériences pour ma clientèle, puis qui vont venir nous aider là, à dégager des revenus supplémentaires pour l'organisation. Mhm. Puis, y a-tu des projets, tu sais, avec les Tigres, là, tu parles de l'amphithéâtre, de rénover ou d'avoir un nouvel amphithéâtre pour l'équipe ou c'est pas encore dans les cartons?
Non, ben en réalité, là, depuis 7 ans, tu sais, on a rénové toutes les installations hockey. Ils ont vraiment, là, on a des belles installations maintenant côté hockey. Tu sais, on a fait une mise à niveau des loges. On a créé des terrasses dans les estrades, des expériences différentes. On a fait une nouvelle boutique qui est maintenant à l'entrée. On a rénové un de des restaurants avec un genre, on a comme un petit resto-bar là, ici, là, c'est qu'on a rénové tout ça. On a fait beaucoup de travaux, là, presque cet été. C'est la première été que je faisais pas des travaux, mais la ville en tant que telle, là, le Colisée, l'éclairage a été mis à neuf l'été passé. Puis cet été, là, ils sont après refaire toute la dalle de béton, la tuyauterie qui est en dessous. Ils mettent toutes des bandes neuves avec les nouvelles baies vitrées flexibles. C'est que le Colisée, il est presque neuf. Tu sais, la coquille est vieille, mais Ouais. l'intérieur, là, il est vraiment neuf. Puis c'est tellement. Pour moi, c'est une des plus belles arénas juniors qu'il y a au Québec parce que pour nous autres, elle est le fun. On a 30 loges, capacité assise de 2700 sièges, mais avec le debout, on peut se rendre jusqu'à 3004. C'est pas trop gros, puis c'est pas trop petit pour Victo. C'est juste parfait. Tu sais, nous autres, on a une moyenne de 2500 spectateurs. Ça a quasiment tout le temps l'air plein. Puis des fois, ça déborde. C'est le fun pour nous autres. Je pense que l'aréna est parfaite pour l'organisation là, présentement. Mhm. Un gros merci, Martin, pour ton temps. Moi, je pensais jamais qu'on parlerait de l'Australie à matin. C'était pas sur mon plan de match, mais c'est une cool expérience. Ça, c'est vraiment magique. Coupe de la 55, je rappelle les dates, c'est du 28 novembre au 7 décembre avec, dans le fond, les derniers jours qui vont être ciblés plus particulièrement pour les matchs de la LHJMQ. Les clubs participants, c'est bien sûr Victoriaville, on a les Cataractes de Shawinigan, on a Drummondville et on a Sherbrooke. Donc, bon succès. Ça va être un succès, là, mais j'espère que la foule va être au rendez-vous, que la météo va être du bon bord pour vous autres aussi, puis que ça sera le début de plusieurs coupes de la 55. C'est un projet qui sort de l'ordinaire, puis il faut qu'il y en ait des affaires comme ça pour faire grandir la LHJMQ puis le hockey junior au Québec. Gros merci, Martin, encore pour ton temps ce matin. Ça me fait plaisir. Merci, Jean-Benoît. JB Gagné, ton animateur, et je vous remercie les auditeurs d'avoir été là, et je vous dis à la prochaine pour un autre épisode du podcast Les Glorieux. Bye bye tout le monde!